Chers spectateurs, bienvenue à un nouvel épisode d'Afrique Café. Aujourd'hui, on va discuter des nouveaux partenariats internationaux de l'Afrique en matière de sécurité. Mais avant, faisons un récap. Au fil des 2 dernières décennies, l'Afrique a connu une transformation dramatique de son paysage sécuritaire, marquant une véritable mutation. Les menaces qui pèsent sur la sécurité du continent ont pris des formes variées, se répandant et se complexifiant, englobant le spectre du terrorisme, des conflits armés et de la criminalité transnationale. Mais l'aspiration à l'émancipation demeure forte. Avec le début du XXIe siècle, se dessine un récit captivant, celui de l'Afrique cherchant à autonomiser ses affaires de sécurité. Cette mutation se manifeste par l'émergence de partenariats avec de nouveaux acteurs, marquant un tournant majeur dans la recherche de l'émancipation africaine. Les frontières traditionnelles sont redéfinies, laissant place à un nouveau récit de coopération, mais aussi de tension. L'émergence de nouveaux acteurs et la compétition entre grandes puissances redéfinissent la sécurité en Afrique. L'émancipation s'efforce de trouver un équilibre subtil entre la quête d'autonomie et la réalité complexe de l'influence étrangère. Docteur Niagale Bakayoko, vous êtes enseignante à Sciences Po. Vous êtes aussi présidente de African Security Sector Network. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on est en train quand même de vivre un moment inédit en Afrique, dans la mesure où les pays africains ont diversifié leurs partenariats. C'est particulièrement le cas dans le secteur de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner un état des lieux ? Alors à mon sens, il ne s'agit pas d'un moment inédit, il s'agit de réalités relativement anciennes que l'on découvre dans le moment actuel. C'est-à-dire que je pense que tout au long des années 2000, 2010, voire la fin des années 90, les États africains ont cherché à diversifier leurs partenariats sans que leurs partenaires traditionnels les plus visibles, notamment les partenaires européens ou transatlantiques, n'aient pris conscience de la façon dont il y avait cette volonté de diversification de la part des décideurs africains. Et est-ce que c'est le résultat d'un changement de rapport de ces acteurs non africains par rapport à l'Afrique ? Est-ce qu'ils sont en train de changer leur perception de l'Afrique ? Ou est-ce que c'est vraiment l'Afrique qui veut s'ériger une nouvelle place sur la scène internationale ? Je pense qu'il y a un mouvement mutuel d'intérêt, en effet, pour le continent, de la part de partenaires internationaux qui ont chacun leur propre agenda pour ce faire, et également la prise de conscience par les décideurs africains de la nécessité de sortir de certains tête-à-tête qui les enfermaient dans des relations beaucoup trop perçues comme se faisant à leur détriment plutôt que dans le cadre d'un partenariat équilibré. Donc cette volonté d'élargir le nombre de partenaires et leur nature dénote, à mon avis, une volonté de maximiser les intérêts africains au-delà des injonctions qu'ils ont pu avoir le sentiment de devoir subir ou mettre en application au cours des 30 dernières années, d'où leur volonté de se tourner vers des acteurs qu'ils jugent moins exigeants, même si ce n'est pas forcément le cas. Je pense en particulier aux questions de gouvernance. Il est vrai que notamment les partenaires transatlantiques, donc européens et américains, ont posé un certain nombre de conditionnalités dont on s'est très vite aperçu qu'elles étaient appliquées à géométrie variable, en réalité parfois avec un 2 poids 2 mesures, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de démocratie et de respect de droits de l'homme. Ils se sont tournés vers d'autres acteurs qui n'avaient pas forcément ce type de demande et d'exigence, mais qui en ont d'autres en réalité. Donc on se retrouve, pour prendre une expression issue de la théorie des relations internationales, dans une approche très réaliste au sens théorique du terme, avec une sorte de réel politique qui domine, où ce sont avant tout les valeurs et les intérêts des États africains qui sont mis en avant
au mépris des rapports mutuels que peuvent entretenir entre eux les partenaires extérieurs. C'est frappant pour le cas, bien entendu, du dossier ukrainien, et on commence à voir que c'est le cas aussi sur le dossier israélo-palestinien. Les conséquences, est-ce que c'est les conséquences de ces mutations, est-ce que c'est juste que ça concerne la relation bilatérale ou est-ce que c'est le multilatéral aussi? Parce qu'il y a aussi un impact sur les missions et les opérations de paix en Afrique. Alors justement, cette diversification, cette mutation, en effet, dans les partenariats de l'Afrique avec les partenaires internationaux, se situe à la fois à l'échelle bilatérale et à l'échelle multilatérale. En ce qui concerne le volet multilatéral, on voit que les relations se sont intensifiées, encore une fois, depuis 10 ou 20 ans, avec des partenaires moyen-orientaux, qui sont principalement l'Arabie Saoudite, le Qatar, dans une moindre mesure l'Iran, des partenaires au Maghreb aussi, bien entendu le Maroc figure au premier rang d'entre eux, avec cette volonté côté marocain de devenir membre ou observateur tout au moins de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est un signe très révélateur. Le rôle croissant de la Turquie, notamment dans l'industrie d'armement, dans le domaine des drones en particulier, le rôle d'Israël qui, lui, a cherché à obtenir un statut d'observateur au sein de l'Union africaine, qui a un rôle très important, notamment en ce qui concerne les questions de cybersécurité sur le continent, mais aussi, au-delà, le rôle d'un pays comme l'Inde, dans l'industrie du médicament, par exemple, qui s'appuie aussi sur des liens très anciens. On pense notamment à l'importance de la diaspora d'origine indienne que l'on peut trouver en Afrique du Sud, et bien entendu des acteurs majeurs comme la Chine ou la Russie, qui sont de plus en plus présents, mais qui, à mon avis, revitalisent, revigorent des relations qui avaient été nouées au lendemain des indépendances et qui réactivent une dynamique anti-impérialiste qui répond à une volonté d'émancipation de toute tutelle que l'on trouve non seulement chez un certain nombre de gouvernements africains, mais de manière croissante dans les opinions publiques de cette partie du monde. Alors, vous avez dit le mot le plus important, c'est émancipation. Et comment les pays africains qui ont besoin quand même de la coopération internationale pour faire face à ces défis sécuritaires peuvent-ils concilier l'impératif de la sécurité, cette ambition d'émancipation et de souveraineté, avec bien sûr la nécessité de coopérer au niveau international avec tous les acteurs? C'est là que je réponds aussi à la deuxième partie de votre première question, c'est-à-dire le lien avec le système multilatéral. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement un rejet des politiques qui ont été menées par les partenaires occidentaux dans leur globalité. Bien entendu, la France est l'acteur le plus rejeté massivement, mais il y a une contestation des autres partenaires européens, bien que ceux-ci cherchent dans une logique de compétition et non pas de compétition à prendre l'espace qui est aujourd'hui laissé de facto vacant par le reflux de l'influence française. Mais l'on voit très bien que le rejet s'étend aussi aux partenaires multilatéraux. On pense à l'Union européenne, dont les programmes en matière de sécurité se sont largement soldés par des échecs, mais on pense surtout à ce qui est en train de se produire vis-à-vis des Nations Unies, qui sont tout simplement mises à la porte par les pays hôtes. On parle aujourd'hui beaucoup de ce qui se produit avec le retrait de la MINUSMA, qui se fait, il faut le rappeler, à la demande des autorités maliennes et dans des conditions extrêmement périlleuses, en raison de relations antagonistes qui se sont développées entre les autorités actuelles et la mission, et le système onusien. Mais il ne faut pas oublier que la MONUSCO, la plus ancienne
énorme mission intégrée, et depuis de nombreuses années invité à quitter le pays et va devoir le faire. Et c'est là qu'en effet, cette question de l'émancipation revient dans la mesure où ces organisations ont été aussi perçues comme pourvoyeuses de normes, de standards et de politiques qui allaient à l'encontre de ce que les populations estimaient être à la fois leur identité, leur intérêt, et qui ont été assimilés parfois à une mise sous tutelle ou plus largement à une imposition de dispositifs totalement inefficaces pour améliorer la sécurité individuelle des populations civiles qui sont restées les premières victimes de la violence et de la conflictualité sur l'ensemble du continent. Vous avez évoqué le rejet de la France, le retrait de la MINUSMA. Si on fait un focus sur le Sahel, on a vu l'alliance entre les 3 pays sahéliens, Niger, Burkina Faso et le Mali prendre de l'ampleur. Est-ce que pour vous, cette initiative endogène est-elle un modèle à répliquer en Afrique? Est-ce qu'il va être efficace? Est-ce que pour vous, c'est une évolution normale du système ou disons de l'architecture de sécurité en Afrique? Alors, pour moi, il est très important de rappeler plusieurs éléments. D'abord, l'Afrique est le continent qui a la tendance la plus marquée à l'inflation institutionnelle. Il y a un nombre d'organisations dotées de mandats en matière de paix et de sécurité qui est absolument phénoménal comparé à d'autres zones. Il y a, même au début des années 2000, il y avait déjà dans l'espace ouest-africain entre 15 et 20 organisations qui étaient dotées d'un mandat en la matière. Entre-temps, c'est rajouté le G5 Sahel, comme vous le savez. Et donc aujourd'hui, on a cette AES, cette Alliance des États du Sahel, qui en réalité, à mon sens, reprend une initiative qui avait été formulée dès 2013-2014, déjà par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui à l'époque étaient dirigés par des gouvernements civils, qui avaient proposé de mettre sur pied une force d'intervention de 3000 hommes rattachés à l'autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma. L'AES se réfère explicitement au Liptako-Gourma également. Donc pour moi, on est finalement dans la continuité de ce type d'initiatives qui, on le voit, n'ont pas véritablement toujours porté leurs fruits. Certaines ont pu donner lieu à des évolutions intéressantes. Si on regarde la force multinationale mixte qui est rattachée à la commission du bassin du lac Tchad, finalement, ces résultats sont plutôt meilleurs que ceux du G5 Sahel, bien entendu, mais aussi que ceux de tous les partenaires internationaux qui sont intervenus. Donc oui, il est possible qu'il y ait une promesse, mais attention, regardons l'histoire de la création continue et presque infinie de ces regroupements régionaux qui souvent sont très handicapés par les lourdeurs bureaucratiques qui les caractérisent. Pour conclure, j'ai envie d'évoquer le rôle de la population. Est-ce que pour vous, le rôle de la population est négligé dans le système de sécurité en Afrique? Et encore, est-ce que ces populations-là contribuent-elles à le développement de ces systèmes de sécurité? Alors, il y a différentes façons de répondre à votre question. Je pense que notamment dans les espaces périphériques où les frontières sont très poreuses et où les États ont des difficultés d'accès, les populations restent les premières victimes de l'insécurité. Elles ne sont pas actrices, malheureusement, elles subissent la dégradation continue dans certaines zones. On pense au Sahel, mais pensons aussi à l'Afrique centrale, à la RCA, à la RDC. Ce sont les premières victimes. En revanche, ce à quoi l'on assiste de manière nouvelle, à mon avis, c'est à l'affirmation d'opinions publiques
plutôt présentes dans les espaces urbanisés et dans les capitales, qui prennent le flambeau pour clamer leur volonté, leur exigence de recouvrer une fierté nationale et qui, de ce point de vue-là, sont prêtes à appuyer des gouvernements autoritaires ou prétoriens dans la mesure où elles estiment que les promesses qui leur ont été faites par les gouvernements civils, démocratiquement désignés, soutenus très souvent par les partenaires extérieurs occidentaux, n'ont pas tenu leurs promesses. Elles estiment avoir été trahies en matière d'inclusivité politique, en matière de progrès social et économique, en matière d'accès à la sécurité, bien sûr, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'emploi. Donc elles ne croient plus à ce modèle et elles réclament qu'on entende leurs besoins d'affirmation et d'émancipation, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles font entendre de manière bruyante sur les réseaux sociaux, on le voit souvent, mais aussi très souvent dans les rues. Docteur Bakayoko, on est vers la fin de notre discussion. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Merci à vous. Et à nos spectateurs, merci et à la prochaine pour un nouvel épisode d'Afrique Café.